Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Aujourd'hui, nous allons aborder l'épisode 9 de notre histoire. Alors, après avoir quitté la maison de mon ex-épouse, je suis allé rejoindre mon oncle. Enfin, il était venu me chercher et je suis encore allé rester avec eux. Et je rappelle que lorsque j'étais arrivé aux États-Unis, j'étais resté avec mon oncle pendant, disons, 6 mois. Et après, je suis allé avec mon ex-épouse. Et c'est après la séparation, un mois après le mariage, je suis parti de la maison où je restais avec mon ex-épouse et je suis reparti chez mon oncle. Alors, je suis resté chez mon oncle pendant quelques mois également. Et j'avais déjà commencé à lui mettre la pression pour lui dire, il faut que je sois à mon compte. Et la vie était déjà devenue difficile parce que euh, c'était à partir de ce moment-là que je vais commencer à vivre les moments réellement difficiles. J'avais tous les parents qui dans le dos, c'est-à-dire les parents ne voulaient plus me parler, tout simplement parce que je m'étais déjà retrouvé dans cette situation-là. C'est-à-dire, je m'étais marié, j'avais dépensé énormément d'argent, mais malheureusement, cela n'a même pas abouti à l'obtention des papiers. Et mon mariage a aussi pris fin. Donc, je pouvais entendre les parents parler de moi ici et là. J'étais déjà devenu la risée de la famille. C'est-à-dire, lorsqu'on a envie de se moquer de quelqu'un, il suffit qu'on lui parle de moi. Et j'entendais les gens parler dans mon dos. Quand je passe, les gens parlent. On me disait que je n'étais pas sage. On me disait que je m'étais précipité sans pourtant faire attention aux gens de femmes que je fréquentais. Vous imaginez, vous sortez d'une situation pareille. Vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin que les gens vous comprennent. Mais malheureusement, c'était des jugements. Et c'est ce qui avait rendu la situation encore plus difficile. Donc, euh, je recevais ces coups-là tous les jours. J'entendais les gens parler. Dans le groupe familial, on me critiquait, même si on savait que j'étais dans le groupe. Et c'était comme si c'était un coup de poignard, quoi. Très difficile. Je m'étais retrouvé seul spirituellement. C'est-à-dire, j'avais l'impression d'être abandonné par tous, puisque moi-même, je reconnaissais que j'avais chié, j'avais déconné, c'est-à-dire, j'avais fait entrer une fille dans ma vie que je n'avais pas bien étudiée ou dont je ne maîtrisais pas les réactions. Donc, je m'étais retrouvé complètement seul et je ne savais plus quoi faire. Alors, le conseil que j'avais reçu, parce que je vous disais au départ que je fréquentais une église et à cette église-là, on nous connaissait. On connaissait Brittany, on me connaissait bien et à la veille de notre mariage, ils avaient même fait passer une annonce dans le journal de l'église pour dire qu'on se mariait. Alors, j'étais allé voir l'homme de Dieu en question pour lui dire, bon, finalement le mariage n'a pas abouti. Il m'a dit, il faut que tu divorces immédiatement. Alors, les premières démarches que j'avais commencées, c'était l'annulation du mariage. Parce qu'il fallait que j'annule le mariage, il fallait que je sois libre, que je passe à autre chose, au plus vite. Et ça, dans ce combat, j'étais déjà seul. Je n'avais plus personne autour de moi. C'était la grande tristesse. Alors, la toute première chose, j'avais lancé les démarches de l'annulation du mariage. Donc, c'était en ligne. Les papiers avaient été envoyés au tribunal, j'avais payé. Lorsque
la date du tribunal arrive, on m'appelle au tribunal pour m'écouter. Quand j'arrive, le juge me dit, me pose la question de savoir si le mariage a été consommé. J'ai dit oui, monsieur le juge, le mariage a été consommé parce que nous sommes sortis ensemble. Nous nous sommes retrouvés dans l'intimité, on s'est venu. Donc le mariage a été consommé. Et il m'a dit, étant donné que le mariage a été consommé, vous ne pouvez plus l'annuler. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vous trouver un avocat pour divorcer normalement. Donc après avoir dépensé de l'argent, j'étais sorti de là avec un coup de tête. C'est-à-dire en quelque sorte une mauvaise nouvelle. Moi je pensais que je pouvais directement annuler le mariage et passer à autre chose, revoir ma vie. Mais malheureusement, on me dit qu'il faut que je divorce. J'étais là, seul. Dans les tribunaux, j'allais seul. Plus personne ne m'accompagnait. J'allais maintenant seul. Et moi, ça ne me disait rien d'aller seul parce que j'avais compris que j'étais dans ce trou seul. Je me suis mis dans ce trou seul et seul, je sortirai de là. Je m'étais mis en tête que je n'avais pas forcément besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Qu'il fallait que moi-même j'arrive à me rétablir. Les amis, il n'est pas interdit de tomber, mais il est interdit, strictement interdit, de rester au sol. Il n'est pas interdit de faire des erreurs, mais il est interdit de continuer à pleurer sur les mêmes erreurs, de continuer à vivre dans le passé, à regretter pourquoi vous avez pris telle ou telle décision. Lorsque vous êtes déjà dans un trou, ce que vous devriez avoir en tête, ce sont les moyens par lesquels vous allez sortir de ce trou. Au lieu de continuer à vous morfondre, au lieu de chercher à vouloir accuser X ou Y. C'était ça ma mentalité. C'est là où la mentalité alligator était rentrée en moi. Qu'il fallait que je m'adapte à toutes les situations. Oui, je ne peux plus faire marche arrière. Je ne peux pas continuer à regretter pourquoi je n'avais pas dit non, pourquoi je n'avais pas rejeté, pourquoi j'avais fait cette erreur-là de la rencontrer. Je ne pouvais plus changer le passé. Étant donné que je ne peux plus changer le passé, je dois m'efforcer au présent pour que mon futur soit meilleur. Et il fallait que quelque chose se fasse. Il fallait que je trouve une solution. J'avais déjà perdu ma face auprès de ma famille. Je n'avais plus de respect, on ne me respectait plus. On ne m'écoutait plus. On ne décrochait plus à mes appels. J'étais seul. Seul. Mais qu'est-ce que je m'étais dit? Qu'il fallait que je me batte. Que je ne devais pas laisser ça tomber. Alors, la toute première étape, annuler le mariage. L'annulation du mariage n'a pas eu lieu, après avoir dépensé de l'argent. J'étais maintenant là, qu'est-ce que je dois faire? Comment vais-je annuler le mariage? Il va falloir louer un avocat. Alors, je suis allé en ligne, j'ai pris le numéro d'un avocat, je l'ai appelé, il m'a dit, viens me voir. Je suis allé le retrouver, il m'a dit, voilà ce que tu dois payer si tu veux divorcer. Est-ce que ta femme est au courant que tu veux divorcer? J'ai dit oui. On s'est parlé, elle m'a envoyé le message, elle m'a dit de lui envoyer les papiers pour divorcer. Elle veut mettre fin à ce que nous avons mal commencé. L'avocat dit ok, voilà ce que tu vas payer. Il faudrait que tu payes cash sur place. À cette époque-là, il ne me restait que 2500 $ dans le compte, imaginez-vous, 2500 $, et l'avocat m'avait pris 2000 $. J'avais pris ça sur place, j'ai envoyé, parce qu'il fallait que je finisse avec. Et il fallait que je me débarrasse de ça, que je sois de nouveau libre. Alors, l'avocat a fini de faire la paperasse,
L'avocat a demandé son adresse. L'avocat a envoyé les papiers. J'ai demandé à mon ex, je dis, est-ce que tu as reçu les papiers? Elle me dit, oui, il n'y a pas de problème. J'ai reçu les papiers, je vais les lire. Je vais lire consciencieusement et je vais signer. Je vais te les envoyer. Mais elle me dit, si tu veux que je t'envoie les papiers du divorce, tu m'achètes une voiture. Donc, je lui dis, mais comment ça tu veux que je t'achète une voiture? La voiture que tu as, c'est moi qui l'ai achetée. L'avocat m'a demandé si je réclamais la voiture. J'ai dit non, je ne veux rien de toi. Je veux seulement que tu divorces de moi. Qu'on divorce. Je ne veux pas récupérer la voiture, je ne veux rien récupérer. Reste avec. Mais toi, tu me dis qu'il faut que je t'achète une nouvelle voiture si je veux que tu divorces. Les amis, les mots de tête. Comment convaincre cette femme de signer les papiers? J'ai commencé à discuter avec elle. Je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles que toi et moi, on s'est dit, je t'aime un jour? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as décidé de me pourrir la vie? Si tu vois que toi et moi, on n'a pas pu décoller, que chacun d'entre nous prenne son chemin. En divorçant même, tu pourras tomber sur quelqu'un qui va t'aimer et vous allez vous marier. Pourquoi tu veux qu'on continue à être mariés si on n'a même pas pu rester ensemble? Que chacun prenne sa route. Notre relation n'a pas marché, ok. Pourquoi doit-on en arriver là? Elle me dit, moi je t'ai posé ma condition, il faudrait que tu m'achètes une nouvelle voiture si tu veux que je signe les papiers. Alors, par ruse, je lui dis, ok, je vais t'acheter une nouvelle voiture. Si tu signes les papiers, dès que les papiers arrivent entre mes mains, je signe, je t'envoie l'argent pour une nouvelle voiture. Elle me dit, est-ce que tu vas respecter ta parole d'honneur? J'ai dit, oui, je vais respecter ma parole d'honneur. Alors, on était là au mois d'août. Au mois d'août. Et je rappelle ici que bien avant que je n'aille divorcer, on commençait déjà à me parler de la procédure de VAWA. Le VAWA, c'était le Violence Against Women Act. C'est-à-dire, c'est un processus qu'on utilise lorsque vous êtes une femme et que vous avez subi des injustices de la part de votre époux ou bien des violences de la part de votre époux ou lorsque vous avez subi du chantage. Après, je m'étais dit, j'avais commencé à lire ce processus-là. Je vous assure, lorsque vous serez dans des difficultés, prenez la peine de prendre votre dossier en main, de faire des recherches vous-même. Alors, je suis rentré dans des recherches. Je commençais à vouloir comprendre ce que c'est que ce VAWA, quelles sont les conditions à remplir. Et j'ai vu que c'était Joe Biden qui avait lancé ce processus, qui avait fait passer cette loi en 1992, comme ça, pour que les femmes qui sont maltraitées dans des foyers, même si elles n'ont pas de papier, elles peuvent demander les papiers parce qu'elles ont été abusées. Donc, je commençais à hésiter parce que je me disais, ah, ici, le processus parle des femmes, mais moi, je suis un homme. Comment prouver qu'on a abusé de moi? Comment prouver qu'une femme a abusé de ma confiance? Comment prouver qu'une femme s'est mal comportée en étant un homme? Comment le prouver? Elle n'a jamais mis sa main sur moi, donc elle ne pouvait pas me frapper. Elle ne pouvait rien faire de physique. Mais comment prouver que son comportement a été abusif? Alors j'ai commencé à lire cette procédure-là, le VAWA, et puis je suis tombé sur les parties où on disait que même les injures sont considérées comme des abus. Les messages injurieux. Si elle vous fait du chantage ou elle vous dit de retourner chez vous en Afrique, dans la jungle, gardez ces messages-là. Et j'ai commencé à me dire, mais je réponds quand même aux critères, même si je suis un homme. Parce que
Quand je lis les messages que je me fais avec cette dame-là, elle m'injurie, elle me dit qu'elle va me porter plainte, elle me dit qu'elle va informer l'immigration que je suis là pour qu'on me rapatrie. Elle me dit de retourner dans ma jungle. Alors, pour la procédure, j'avais décidé d'aller voir une avocate, l'une des meilleures avocates de la ville, une Turque. Alors je l'appelle, je dis non, j'ai une situation ici. Elle me dit non, passe au bureau, me voir. Mais les frais de consultation sont à 150 $. C'est ce que je vous avais dit. Lorsque vous voulez connaître des choses, lorsque vous voulez avoir des connaissances sur un certain domaine, sur un domaine qui concerne votre vie, peu importe les frais de consultation, il faut les payer parce qu'il s'agit de votre vie. Je n'avais plus le choix. J'étais face au mur. J'étais dans mes derniers retranchements. Il fallait que j'agisse. Je ne pouvais pas rester comme ça. Donc, lorsqu'elle m'avait dit 150 $ pour un entretien seulement, elle n'a pas dit qu'elle va t'accompagner. Mais c'est juste un entretien. Tu viens lui expliquer ta situation. Si elle trouve qu'elle peut t'accompagner, elle va t'accompagner. Mais si elle trouve qu'elle ne peut pas t'accompagner, elle va te le dire. Et tu payes les 150 $ bien avant que vous ne fassiez l'entretien. Alors, quand je suis allé voir la dame me dit, non bon, tu m'as raconté ton histoire, ben, je vais être honnête avec toi, ton histoire a 50% de chance de gagner. 50%. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est la dame qui me parle ici, c'est d'aller divorcer. J'étais sorti de là, après avoir dépensé 150 $. Je sors de là. Et mon objectif, c'était de divorcer. C'est là où j'avais saisi un avocat qui avait envoyé les papiers à Britney pour qu'elle les signe. Et Britney a commencé son chantage. Si tu ne m'envoies pas de l'argent, je ne signe pas. On était là au mois d'août. J'étais fatigué. Je lui dis, envoie-moi les papiers, je t'envoie de l'argent. Elle me dit, non, si tu n'envoies pas d'abord, je n'envoie pas les papiers. Je dis, mais comment moi je saurais que tu vas envoyer les papiers si je t'envoie de l'argent? Elle me dit, fais-moi confiance. J'ai dit, ah oui, c'est ton fais-moi confiance qui nous a conduits ici. Parce que je te faisais confiance. Donc j'avais complètement refusé de lui envoyer de l'argent si elle ne signait pas les papiers. Et on est parti au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre. Ce n'est qu'au mois de janvier, j'avais déjà même oublié que je reçois les papiers de divorce de la part de mon ex. Et tout de suite, j'active mon avocat. Je dis, bon, elle a finalement signé. L'avocat me dit, ok, je vais aller au tribunal et d'ici une semaine, ils vont t'appeler pour le verdict final. J'étais là. J'ai dit, waouh. C'est là où mon ex, elle m'appelle et me dit, bon, tu as déjà reçu les papiers, non? J'ai dit, oui, j'ai reçu les papiers. Tardivement, j'avais déjà même oublié. Elle me dit, envoie-moi l'argent alors pour ma voiture. Envoie-moi mon argent. J'ai dit, quel argent? Tu as promis envoyer de l'argent pour ma voiture si je signe les papiers. J'ai dit, oui, c'était au mois d'août. Pourquoi tu n'as pas signé ça au mois d'août? Tu m'as fait traîner. Je suis allé même louer un avocat. J'ai dépensé de l'argent à cause de toi. Et tu veux que je t'envoie encore de l'argent? Je dis, je suis désolé. Je n'envoie rien. Tu n'as pas respecté le contrat. Et je n'avais jamais envoyé. Jamais. Alors, on lance la procédure de divorce. Et une semaine après, je suis face au juge qui décide de nous séparer, d'accorder le divorce. C'était toute une liberté. Alors, après ce divorce-là, je n'avais pas abandonné la procédure dont je vous ai fait mention, c'est-à-dire le VAWA. J'ai continué à lire. J'ai dit, je vais voir si je réponds aux critères. Je vais aller expliquer cela à un avocat. Alors, comme je ne pouvais plus partir chez la Turque, puisqu'elle m'avait déjà découragé, il fallait maintenant que je choisisse quelqu'un d'autre. Et c'est un avocat nigérian
très réputé dans la ville. Je suis allé le voir, je dis voici ma situation. Il me regarde, il regarde le dossier, il me dit, ah, il a dit que je vais t'accompagner. Je ne sais pas si tu as beaucoup de preuves, mais rien qu'à travers ton histoire, on sent que tu as quand même été affecté par ce divorce. Je dis oui, je suis bien affecté. Non seulement je n'ai plus de femme, je n'ai pas de papier, et ma famille ne me parle plus. Je suis seul. Seul. Alors, l'avocat décide de lancer la procédure de VAWA. Il me dit non, cette procédure n'est pas seulement que pour les femmes, même les hommes ont déjà intégré on a déjà intégré les hommes dans cette procédure-là, parce qu'on sait que même les hommes passent par des moments difficiles à cause de leurs femmes. J'ai dit, je suis là. Je suis là, je suis prêt. Il me dit, ça va te coûter quelque chose comme 8 000 $. Mais ce qui est bien, c'est que tu vas payer 500 $ chaque fin de mois. Je n'avais pas hésité, je dis oui, je suis d'accord. Je vous assure que sur place, en parlant avec l'avocat, j'avais pris les risques parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments qui pouvaient me pousser à demander cette procédure-là. Et même l'avocat me dit non, il n'y a pas assez d'éléments, vous êtes restés ensemble rien qu'un mois. Vous n'avez même pas de documents ensemble. Est-ce que tu veux prendre le risque? Je dis je prends le risque, je vais jusqu'au bout, je n'ai plus d'issue. Je ne peux plus faire marche arrière. Quelque chose doit être fait. C'est là où il lance la procédure. Et en lançant la procédure, je vous assure, je me suis senti soulagé. Bien avant même qu'on ne dise quoi que ce soit à l'immigration, mais j'avais déjà de l'espoir dans mon cœur. Je me disais déjà, ah, la procédure suit son cours, à n'importe quel moment, on peut m'appeler. Donc il faut que je sois en bonne santé. Et c'est ce qui se faisait étape par étape. Dans le prochain épisode, nous allons voir un peu les difficultés par lesquelles je suis passé pour que je parte à l'interview de Carte Verte. Restez surtout connectés. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous postons ici. Et surtout, commentez et likez.